Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Apartés Fringants. Ravi de vous présenter ce super bar à cocktail basé à La Rochelle, le propriétaire, copropriétaire Nicolas Maria. On va parler de plein de choses sympas autour de l'hospitalité, du bar et des cocktails notamment. Avant de faire ça, on va goûter un de tes cocktails. À chaque cocktail qu'on goûtera, on posera quelques questions justement autour de l'hospitalité du bar et tu pourras un peu nous décrire tes pensées derrière tout ça. Explique-nous un peu ce que tu nous as fait, l'inspiration derrière, les techniques que tu as pu utiliser sur ce cocktail. Donc là, on va être sur le cocktail qui s'appelle la Vénus de Milo, qui est destiné vraiment à une clientèle plutôt féminine, du yuzu, de la mandarine, de l'hibiscus, de la vodka en termes d'ingrédients. Puis on a une belle petite mousse, une belle écume au pamplemousse. Effectivement, tu as un super équilibre. Je trouve que le yuzu, c'est peut-être l'acidité que tu as mis, ou il y Oui, a une autre acidité peut-être, je sais pas. il y a le citron jaune aussi, ouais. Citron jaune pour équilibrer, pour pas que ça soit trop exotique peut-être aussi. Et je trouve que la mandarine, elle ressort bien. Tu as fait quoi, une liqueur de mandarine ou... Alors ça, c'est une purée de mandarine, ouais. J'ai regardé un peu aussi le verre que je trouve formidable. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors oui, le verre, il est local, hein, c'est fait à La Rochelle. C'est notre amie Eleonore qui a fondé Alma Mater, qui fait des verres, enfin qui fabrique de la céramique en fait tout simplement. On l'a contacté parce qu'on voulait faire un verre pour le cancer du sein, pour Octobre Rose, il y a Ok. quelques années, et on lui avait demandé de nous designer un verre ultra féminin et qui raconte malheureusement le problème du cancer du sein et des déformations physiques que tu peux avoir au lieu des opérations. Et donc, elle a designé en fait des poitrines de femmes opérées ou pas, qui montrent un peu voilà les cicatrices de la vie par rapport à ça. Chaque vase est unique en fait. Oui, il est Euh, fait main et chaque verre est différent, tout à ok. fait. Pourquoi tu as choisi cette cause-là en particulier? Alors cette cause, elle m'a touché personnellement parce que ma mère a eu un cancer du sein il y a plus de 15 ans. Bon, elle est en rémission maintenant, ça va, heureusement. Ok, cool. Mais du coup, voilà, ça m'a particulièrement touché et c'est vrai que ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de personnes épargnées et on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc voilà. Bah écoute, c'est une belle cause. En tout cas, le cocktail est délicieux. Je suis ravi que tu m'aies présenté ça en premier. Là, on va parler, si tu veux bien, un petit peu du Marie Lily. Pour celles et ceux qui connaissent pas en fait le bar, Mm. est-ce que tu peux résumer la vision, en tout cas l'identité du Marie Lily en une phrase? Alors une phrase, je vais essayer d'être le plus court possible. Le Marili, on l'a ouvert il y a 6 ans et demi maintenant. On est un bar à cocktail où on a voulu vraiment apporter quelque chose de différent sur La Rochelle. Ok. On a voulu travailler avec différents partenaires et même en direct. On a voulu apporter un petit peu nos visions qu'on avait eues avec mon associé Nicolas Royer à travers nos expériences de vie, nos voyages, etc. Et c'est un lieu un peu éclectique avec de la musique, parfois rap, parfois années 80, un peu ambiance. Ça change un petit peu des codes un peu trop classiques ou très rangés, quoi. Bah, c'est une longue phrase, mais ça marche quand même. Ouais, ça marche. Avant de parler un peu du bar, des cocktails, de l'hospitalité, j'aimerais revenir sur toi un peu, Nico. Raconte-nous rapidement un peu ton parcours et explique-nous un peu d'où tu viens et comment tu as découvert le bar en tout cas. C'est simple, hein, j'ai fait un master en école de commerce à Sup-de-Co à l'époque, La Rochelle, au Minime. J'ai rencontré mon associé là-bas d'ailleurs, on était ensemble. Nico, Ouais, Nico les deux Royer, Nico ouais, de Nicolas La Royer, 2 Rochelle. Nico, ouais, tout à fait. Et en fait, après nos études, on a un peu chacun fait nos vies. Et lui était brand ambassadeur pour une marque de cognac à New York. Ok. Et donc, il faisait tous les États-Unis. Et au bout d'un moment, il m'appelle et il me dit, vas-y, on pourrait se voir, je t'invite, etc. Donc, j'ai eu la chance de partir 3 mois aux États-Unis, où il m'a hébergé et où j'ai pu le suivre sur ses missions. Alors moi, le côté vendre des bouteilles, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais par contre, le fait de voir des barman travailler toujours le même alcool, mais différemment, je trouvais ça hyper intéressant, sachant que je voyais pour la première fois des verres à mélange, pour la première fois des techniques que j'avais jamais vues dans les bars classiques, quoi. Et est-ce qu'il y a eu un moment précis lors de cette aventure où tu dis c'est bon, c'est ça que je veux faire? C'était le côté où, en gros, on a parlé d'hospitalité aussi, mais en gros, c'est ça, c'est le fait d'avoir rencontré un barman qui a été absolument génial sur toute la soirée, qui a réussi à avoir, en fait, à s'adapter à tout. Alors, à la clientèle, à la soirée en elle-même, au flux de personnes, au flux de clientèle. Le mec, il a été incroyable. Et en plus, il était hyper à l'aise, quoi. Et il avait une espèce d'indécence de je gère, je contrôle et tout. Et je trouvais ça vraiment cool. Et je me suis dit, bah, autant j'aime bien travailler le côté spiritueux, autant être derrière le bar, c'est hyper intéressant, quoi. J'ai adoré ce cocktail. Est-ce qu'on goûterait pas quelque chose de différent qui représente un peu ton parcours, notamment à New York, où tu as démarré un petit peu avec Nicolas Royer? Qu'est-ce que tu aurais aujourd'hui à nous proposer?
J'aurais voulu proposer un cocktail assez, qui me représente d'ailleurs, qui est assez, puissant, qui a du caractère et qui a beaucoup d'amertume. On va faire un twist revisité du Hunky Punky. Comment tu l'as twisté aujourd'hui, Nico? Très simplement, hein, très humblement et très simplement, j'ai gardé le côté vermouth rouge pour la rondeur et la générosité. Je suis parti sur pas du gin pour le côté floral ou autre, pour la fraîcheur. Je suis parti sur l'eau de vie de Monkey Shoulder qui fait, une eau de vie de blé, qui permet d'avoir un côté un peu rond, un peu céréal, un peu frais aussi. Et puis, toujours pour l'amertume, je suis parti sur le Fernet Branca, parce que ça reste, Fernet, c'est indémodable, c'est voilà, c'est incroyable. Bah, tu m'as peut-être réconcilié avec le Fernet. Ah bah, tu me diras ça. Tu as un côté vraiment fraîcheur avec le Fernet. Au final, le côté menthe, un peu Ouais, réglissé mentholé. menthe. C'est vrai qu'au final, quand tu bois un shot de Fernet, c'est très puissant, c'est très, très marqué. Cependant, dans ce cocktail, avec la fraîcheur du Monkey Shoulder, qui est, je pense que c'est un alcool non vieilli, non? C'est ça? Oui, c'est, Oui. pas un whisky d'ailleurs, c'est vraiment eau de vie. C'est vraiment, la distillation du prochain whisky, mais pas vieilli. Donc, D'accord. voilà, embouteillé. Et ben ça donne vraiment quelque chose d'assez clair et limpide, comme du gin, hein, pas trop marqué sur le bois, enfin, ce qu'il n'y en a pas pour le coup, Ouais. et ça équilibre bien. Donc là, tu nous as fait découvrir ce twist de l'Anky Panky, qui a été créé par Ada Coleman, justement, cette chef barmaid au Savoy Hotel. Les scènes londoniennes et new-yorkaises sont assez similaires, je trouve. En tout cas, tu me diras peut-être le contraire. On a vraiment de l'élégance et en même temps une connaissance de produit qui est assez folle. On pousse un peu la créativité. Alors, j'aime pas trop ce terme mixologie, mais en tout cas, le savoir-faire en termes de comment travailler des produits bruts et les transformer en quelque chose de plus noble ou en tout cas de maison. Ça fait écho un petit peu à ton passage à New York, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a évolué après New York? Du coup, moi, quand j'ai quitté, New York et je suis rentré, chez ma mère, maman, j'ai, Et bise à toutes les mamans. ouais, je suis passé à Paris et j'ai un peu par hasard, j'ai réussi à me faire, à rentrer dans l'école Bar Spoon, Père-Lachaise, qui était tenue par Romain Chassin, à l'époque et j'ai pu faire en fait une formation d'alternance et j'étais pris au syndicat, rue Ah du ouais. Faubourg Saint-Denis, vraiment, qui était à l'époque, le 23e meilleur bar, je crois, au monde. Toujours une énorme institution dans Bah, la scène. toujours des précurseurs et toujours des personnes qui travaillent vraiment des choses un peu osées et qui changent de l'habitude. Et donc c'est ça qui m'a en vrai, tu parlais de produits bruts, c'est exactement ça. On partait vraiment de chez le maraîcher, on avait des cagettes et tu partais d'un produit brut comme la betterave et hop, c'est parti. On fait, un produit avec ça, un shrub, un sirop, autre. Tu as une formation, en fait, aussi également, un master management et tourisme, il me semble. En quoi est-ce que ça a évolué, enfin, ça a formé ta méthode de management aujourd'hui avec tes équipes ou ta façon de voir le bar un petit peu? Le tourisme, c'est l'accueil en fait. On a hyper travaillé sur le bon accueil, des clients, des clientes. Le côté, travailler du terroir, travailler les gens, travailler vraiment sur le local. Ça a été une clé hyper importante et le fait aussi, je pense, d'être un peu précurseur, mais à l'époque, je parle de ça il y a plus de 6 ans, il y avait pas énormément, même pas de bar à cocktail entre guillemets «digne de ce nom», où on faisait vraiment des produits maison, on créait nos propres, sirops et autres. C'est un peu, une nouveauté. Comment est le projet un petit peu? Comment tu l'as fait évoluer avec ton collègue et associé, Nicolas Royer? Alors, on a parlé d'un projet de travailler ensemble déjà quand on était sur New York, même avant, on était à l'école de commerce. En fait, ça c'est quand j'ai fini mon diplôme et que j'étais entre guillemets «barman», mais que j'ai pas encore assez d'expérience. OK. C'est là où je me suis dit: «Je vais travailler dans d'autres secteurs pour, acquérir cette compétence» et à la fin de ça, c'est là où on s'est dit: «On a 30 ans». La scène de La Rochelle, c'était quand même là où on voulait s'installer. On a fait nos meilleures années d'étudiants ici, on a vraiment adoré cette ville et les gens qui la composent. Et on s'est dit, on choisit, on va à La Rochelle et on s'implante là, quoi. Est-ce que le bar que vous avez aujourd'hui ressemble à celui que vous aviez, imaginé, en fait, au début de cette aventure? Absolument pas, mais pas du tout. Alors, pour des raisons très simples que tout le monde va comprendre. La thune, clairement, l'argent, c'est pas possible. Tu te rends compte que tu as des envies et des idées, et en fait, bah, en fonction de ton lieu, ton local, ce que tu as pu faire ou trouver, eh ben, tu pourras jamais vraiment faire ce que tu veux parce que ben, c'est techniquement pas possible, techniquement, ça va te coûter plus cher. Voilà. Donc, non, mon bar ne ressemble pas à ce que je veux, même si c'est pas. Voilà, ça reste quand même dans l'esprit qu'on en voulait. Mmh. Mais ouais, ce serait moi, si j'avais un petit billet en plus, bien sûr que je ferais les modifications et je ferais quelque chose de plus, un peu plus dark. Nous, on a ouvert 8 mois avant le Covid.
On a eu des problèmes financiers comme beaucoup d'entreprises qui galèrent quand tu as pas d'activité. C'est amer parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la gestion d'un bar et la création d'un bar, c'est pas simple du tout. On se prend aussi des revers par rapport à nos volontés ou nos idées de base. On s'adapte. En fait, c'est le mot du bar, je pense, c'est l'adaptation à ton environnement, à la mode et puis à la clientèle qu'on a. On va parler un petit peu de ce côté justement ancrage local, vous tient à cœur avec ton associé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que tu peux nous faire peut-être quelque chose, une créa minute, autour de produits locaux ou quelque chose comme ça? Et ben, comme le bar compose une grosse partie de notre travail, c'est de faire les créations sur la demande par rapport à notre clientèle. On va faire ça. On va faire un petit cocktail autour des produits locaux, Pinot, Cognac, Trop bien. autres, qui nous représentent, quoi. Alors, qu'est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui, sur cette thématique un peu du local, comme tu nous as dit, autour de certains produits que tu aimes bien? Alors, j'ai voulu travailler des choses que j'aime particulièrement et j'ai fait un petit rappel à ma première carte il y a 6 ans. J'avais travaillé un cocktail au cognac avec un sirop de violette. Je trouve que ça se marie très, très bien avec certains cognacs qui ont un côté très olfactif, très floral. Et donc là, on est sur sirop de violette, citron jaune, abricot, cognac VS, voilà, un coup pour le punch. Et la mousse, tu peux nous expliquer un petit peu? Donc la mousse, c'est fait à base d'aquafaba, donc de pois chiches, hein, c'est de la protéine végétale, ça remplace le blanc d'œuf, donc il y a pas d'allergène. Ça tient plutôt longtemps dans le temps, c'est pas mal et puis ça donne pas de goût, en fait, ça ne n'altère pas le goût du cocktail. Ce qui marche super bien, c'est que le cognac, on retrouve, des notes, un petit peu de fruits mûrs, qui marchent super bien avec l'abricot. De violette aussi, ce côté floral sur certains, crus, comme le borderais, par exemple. Quelle relation est-ce que tu entretiens justement avec cette clientèle locale, versus, les touristes un petit peu qui viennent, plutôt l'été ou au jour? Ah bah, en fait, ça résume bien le Marie-Élie, ça veut dire que tu as deux périodes. Tu as la période hivernale où c'est vraiment beaucoup plus local et beaucoup plus intimiste. D'ailleurs, il y a pas grand monde dehors s'il pleut, qu'il fait froid. Donc, ça va être plutôt à l'intérieur avec l'ambiance, la musique, l'odeur des cocktails, et cetera. Et tu as l'été où c'est beaucoup plus, bah, on va dire, oui, touristique, avec différentes nationalités. Hein, on a eu les Hollandais, les Allemands, les Espagnols, tu as les Anglais, les Irlandais. Alors le rugby aussi, hein, ça impacte parce que dès que tu as des matchs aussi internationaux, ben voilà, tu vas avoir une population qui va suivre. Et donc et personne n'est à l'intérieur et tout le monde est dehors. Donc voilà, ça fait vraiment deux salles, deux ambiances. Alors, est-ce que La Rochelle influence directement justement votre carte? J'aime bien travailler sur des thèmes. C'est un peu lisse hôtelier, mais moi j'aime bien ça. Et j'aime beaucoup l'histoire. Et donc c'est vrai que je m'étais amusé à faire une carte sur la Révolution française. Et j'avais parlé notamment de La Rochelle suite à différentes étapes de sa création. Ouais, ça influence même par rapport aux produits. Je vois sur du gin, on va bosser sur un gin parfois de l'île d'Oléron. Sur les événements locaux, on va privilégier des produits de la région. On peut pas imposer aussi aux Rochelais un style s'ils n'ont pas choisi. C'est une ville qui a toujours été un petit peu rebelle, jeune, qui a son délire. On peut pas imposer des choses à une ville qui est pas prête, quoi. Le tourisme, en fait, c'est aussi de faire voyager, donc de faire découvrir et de faire vraiment avoir un impact émotionnel fort pour un touriste. Tu viens dans un bar, on te dit là c'est tel produit de la région, j'ai créé ça parce qu'il y a eu telle histoire, etc. La personne va se sentir impliquée, va rentrer dans l'histoire, va apprendre des choses aussi. Ça va avoir un sentiment beaucoup plus puissant que juste marcher sur le bord d'un port et dire voilà, on a La Rochelle, voilà, c'est plus impactant. Merci pour ce super cocktail. Bel équilibre, côté floral, fruité, cognac qui est pas souvent utilisé en cocktail, donc ça, je suis ravi. On parlerait pas de ta carte, en tout cas de ta conception et comment tu réalises une carte, notamment, je sais pas, avec un cocktail peut-être qui sort de cette nouvelle carte. Ma nouvelle carte s'appelle Paradoxe. C'était une carte qui se veut être un petit peu rigolote dans le sens où tous les noms sont un petit peu des noms vieille France, un peu pour des grands-pères, grand-mères, avec des produits un petit peu hiver. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, tous les cocktails sont tournés vers un côté exotique. Euh, Tu peux avoir un cocktail sur la carotte, tu vois. C'est pas forcément un produit tout le temps utilisé, même si c'est un produit qu'on peut consommer assez souvent. Et celui que moi je vais vous voir faire après pour annoncer le truc, ça va être le faut pas pousser mémé dans les épices. Donc c'est un cocktail qui est ultra
tu as 2 rhums différents, un Jamaican, tu en as un qui est, plus ambré, plus gourmand. Tu es sur un sirop maison avec, énormément d'épices et de poivre de Jamaïque et cetera. Donc en fait, ça te fait complètement voyager, c'est simple et efficace. Déjà, au nez, on a la badiane là qui fait ressortir des notes un peu camphrées. On a vraiment quelque chose de très gourmand, très chaleureux, que je trouve vraiment sympa. Tu as utilisé quoi comme rhum pour faire ce cocktail, Nico? Alors pour la puissance, côté vraiment de Jamaïque, je suis parti sur Wray& Nephew, un pot de style, voilà, puissant, gourmand, qui donne vraiment un côté hyper sympa. Et l'autre, ça va être la maison Les Bienheureux avec Embargo Anero. Donc, on a un équilibre entre justement ce côté empyromatique, un peu du Jamaïcain, qui fait penser vraiment à c'est un peu dur de dire ça, mais un peu ce côté pétrolier, vraiment flambé, etc. Et ce côté très rassurant de l'embargo. En parlant d'un cocktail à la carte, donc tu nous as présenté ta carte de cocktail Paradoxe. Comment est-ce que tu construis une carte? Est-ce que tu as un raisonnement derrière? Est-ce que c'est selon la saison, ton intuition? Et est-ce qu'il y a des contraintes derrière une création de carte? Oui, complètement. Donc je suis un petit peu dictateur, c'est vrai que j'aime bien imposer, bah ouais, c'est quand même un de mes pouvoirs, donc je le garde, c'est d'imposer des thèmes. J'aime bien trouver les thèmes, être à l'essence du thème, même si bah, je suis très ouvert si on discute et qu'on peut en avoir un voilà, à partager. Mais j'aime bien voilà, avoir un thème un peu particulier qui change, qui est pas du tout habituel en fait. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Après, je partage les cocktails, c'est-à-dire que on en fait, on se dénombre, on se dit voilà, on en fait 6, 7, 8, et on se divise soit les alcools, soit le style. Okay. Sachant qu'on va avoir toujours dans le speed rack voilà, du cognac, de la vodka, du gin, du whisky, du rhum, etc. Et donc, on va se partager les alcools et les styles. Et pareil pour la verrerie. Parce que voilà, faut pas qu'on ait tous les mêmes verres, le même style, le même délire. Donc voilà. Une fois qu'on est à peu près d'accord sur ça, bah, libre création pour mes barman. Bien sûr, on va tous goûter, bien sûr, on va tous critiquer ou donner nos points de vue. Et après, c'est parti. Hein. Et à quel moment est-ce que tu sais qu'un cocktail est abouti? Il y a deux choses. La première, c'est quand un client fait pas la grimace. Et la deuxième chose, c'est Nico Royer, mon associé, qui est très pointilleux parce que, mine de rien, il a quand même fait énormément d'établissements sur les États-Unis et même il a été à Londres, été un peu partout. Et il a quand même une vision très poussée des hauts lieux, entre guillemets. Et donc, quand il dit que c'est feu vert, on y va, ouais, je me dis, let's go, on y va. Il peut être dur avec toi, Nico, à ce sujet-là? Alors, c'est pas de cadeau, bien sûr. C'est aussi son bar, c'est aussi la vision, même si c'est moi qui va faire la créativité, c'est lui qui va le vendre, en fait, en terrasse. Donc, si ça lui plaît pas, il y a un peu de difficulté. Mais ouais, complètement. Après, je trouve ça bien parce qu'on discute, on s'équilibre. Donc, il y a une belle alchimie entre les deux personnalités. Ouais, complètement. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre créativité et vraiment lisibilité? Parce que tu veux quand même te faire plaisir et pousser les curseurs un peu loin, mais en même temps, il faut que ça soit compréhensible, je pense, et lisible pour les clients, non? Alors, ce qui est le plus dur, en fait, je trouve, c'est de faire un cocktail généraliste. Ok. C'est-à-dire que tu peux avoir une idée vraiment de base, en mode je veux faire tel truc. Et moi, par exemple, j'ai une amertume, j'aime le vinaigre, j'aime des produits, voilà. Mais tout le monde n'aime pas ça, en fait. Et donc, le fait de créer un cocktail vraiment général, c'est hyper compliqué pour que ça plaise à la majorité des personnes. Après, bien sûr, je suis désolé, tu vas prendre un cocktail à la betterave. La personne qui n'aime pas de betterave, bah, prends pas celui-là, parce que clairement, il y en aura dedans. Tu vas le ressentir. Donc, voilà, c'est toujours un peu compliqué. La créativité a ses limites, tout à fait. Ok. Donc, il faut quand même faire plaisir aux clients, leur apportant une expérience un peu nouvelle et originale, mais garder en tête que ils viennent pas forcément pour des infusions de saumon Ouais, exactement, c'est ça, il faut rester et des photos simple. chez la sardine, Ouais. quoi. Clair, en fait, il faut que les gens, quand ils lisent le cocktail sur la carte, le menu, et ben, ils le retrouvent dans le verre. En parlant d'un peu de carte maison que tu fais toi-même, tu travailles aussi beaucoup de produits maison, il me semble, que ce soit des sirops, des infusions, des macérations. J'ai même vu des fûts, alors je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans, mais en tout cas, c'est intriguant. Est-ce que tu peux nous expliquer ton processus et l'importance que le fait maison a dans ton bar aujourd'hui? Ben, actuellement, le fait maison, ça te permet d'être unique, de proposer un cocktail que personne ne retrouvera ailleurs. Donc déjà, ça, c'est la première chose. De deux, bah, dans le monde un peu mixo, le fait maison, c'est important parce que ça te permet vraiment de dire que tu crées vraiment un cocktail, tu te plies vraiment à essayer de faire un truc hyper quali, hyper qui change, unique, voilà. Euh,
Je vais pas mentir, j'ai pas que du maison parce que je fais des ateliers cocktails, que j'ai besoin d'avoir énormément de diversité par rapport au sirop et autres. Je travaille avec Monin, je travaille avec des liqueurs comme Giffard, etc. pour avoir, heu, une diversité de produits accessibles et faciles à trouver. Parce que, bah, voilà, quand tu fais un atelier, si quelqu'un a un coup de cœur, il faut qu'il puisse le retrouver facilement. Hem, Par contre, oui, le fait d'avoir du fait maison, c'est clairement, un atout. Ça montre que tu as, un niveau, pas de restauration, même si maintenant on s'en dirige de plus en plus, mais voilà, tu as un niveau où tu peux créer des choses, à partir de matières brutes. Travailler avec des produits déjà faits, en fait, c'est pas forcément, négatif. Bien Il y sûr. a beaucoup de bons produits, qui sont faits par de grandes marques de l'industrie. Heu, c'est la base, en fait. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous là, on n'a pas forcément tous le temps, l'argent, les équipes pour pouvoir faire, du 100 maison. C'est ce qui fait qu'on va aussi s'aider avec des produits qui sont très quali, et qui sont faits pour ça. Un peu dans cette veine-là, avec une technique peut-être un peu plus moderne ou moins connue par les bartenders. Tout à l'heure, tu m'avais parlé d'un drink qu'une ancienne bartendeuse ou barmaid à toi faisait à l'époque. Complètement, c'est un Clarify mini punch et en fait, c'est un cocktail, où on met tous les ingrédients dans un récipient. On va mettre du lait entier et le fait de balancer l'acide lactique avec l'acide, citrique ou autre, ça va casser, la structure du lait et ça va, permettre de récupérer l'eau sans les protéines, de lait et ça va nous donner une texture, soyeuse, un cocktail hyper gourmand. Donc c'est Camille Pélisson qui l'avait créé à l'époque au Marie-Lily avant qu'elle, ne monte, dans les hautes sphères, du cocktail international et mondial. Elle est à Elle est à Tata. Tata à Copenhague, qui est un des meilleurs bars au monde. Et Voilà. gros bisous à Camille, si elle Ouais, nous regarde. donne-nous de la force et elle nous avait fait se clarifier la revisite du Pornstar Martini. Super. Voilà, tout simplement. Donc c'est cool, c'est assez original. Moi, je n'avais jamais vu en fait cette combinaison, en tout cas, d'un format avec le champagne qui reste présent, mais quand même avoir Panzer clarifié. Il me semble que c'est dans la série des cocktails que tu appelles Nude. Tel, qui reste dans nos best-sellers, qui est hyper, facile à découvrir parce que, bah, tu es sur, de la vodka, donc alcool neutre, tu es sur, de la vanille hyper puissante, de la passion et cetera, donc ça va donner un côté, hyper gourmand et ce qui est sympa, c'est le petit shot de champagne à côté qui va être acidulé et qui va rafraîchir. Donc ça va, en fait, faire un côté un coup, tu as de l'acide, un coup, tu as un côté plus soyeux, plus gourmand. Ça peut représenter vraiment ce qu'on appelle un cocktail moderne. On est vraiment loin du gin tonic là. Il y a de la technique, il y a une clarification. Ah ben oui, il faut, beaucoup de temps pour le réaliser parce que mine de rien, alors c'est pas forcément de mélanger les ingrédients, c'est surtout toute la partie clarification. Donc, le fait de filtrer et de retirer, toutes les particules de protéines de lait qui est vraiment longue parce que ce qu'on veut, c'est un cocktail qui soit le plus clair, le plus limpide, le plus propre possible et pas de dépôt et donc ça prend le temps. Clairement, c'est pas, en 20 minutes. Là, on est sur un cocktail sans glace. Quelle est l'importance en fait de la glace dans votre quotidien? Alors la glace, c'est primordial dans le monde du hôtel, clairement. Là, j'ai un verre sans glaçon, mais le verre est congelé, donc du coup, il est quand même, très là, il est peut-être remonté, mais tu es peut-être sur 2 ou 3 degrés sur le verre qui permet de tenir un cocktail pendant plus de 10 minutes, à basse température. Le glaçon, que ce soit pour shaker, pour mettre, sur glace ou autre, faut qu'il soit le plus épais possible, qu'il transpire le moins possible, pour éviter la dilution, l'excès de dilution. Après oui, bah, tu es obligé d'acheter, ouais, on l'a pris au Shizaki, mais tu es obligé de prendre de la qualité maintenant. Tu peux pas, sortir un cocktail à 13-14 €, 12 € si tu as des glaçons, un peu bas de gamme qui diluent vite ou tu peux pas vraiment travailler avec, pleinement. C'est vrai que par contre, pour la Ice Clear, le produit est de plus en plus travaillé et partout, dans le monde ou en France. C'est un produit que moi j'utilise vraiment occasionnellement pour des événements, anniversaires ou autres. Mais c'est vrai que c'est un produit qui, c'est voilà, un glaçon, Ice Clear va être de plus en plus amené à être présent sur la scène cocktail, nationale parce que, ça apporte, vraiment un atout, c'est-à-dire qu'il y a très peu de dilution, ton verre va rester frais, ton drink va rester frais très longtemps sans diluer. C'est fancy, hein, ça rentre vraiment avec le côté, cocktail un peu sublimé, un cocktail en fait, hein, l'amener à être le plus beau possible, par rapport à un coût, que tu vas amener à ta clientèle. Si tu devais trouver vraiment un cocktail que toute ton équipe adore ou en tout cas qui réunit toute ton équipe, qu'est-ce que ça serait? Là, comme ça, je dirais le French Negroni
French Negroni, pourquoi? Parce que c'est un twist du Negroni simple à la place du gin, on met du cognac. Donc cognac, Nico Royer, ça marche de dingue. Moi perso, j'adore l'amertume. Et Jane aime la rondeur, elle aime la complexité des arômes. Ça marche de dingue. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu as mis dedans? Il me semble que c'est cognac, non? Alors c'est ultra simple, hein, c'est vraiment chose utile et agréable. Ça veut dire donc à la place du gin, du cognac, donc Maxime Tréjol VS pour la puissance parce que c'est un jeune cognac. On va être sur la gourmandise, donc le vermouth rouge, et on va être sur le Campari pour l'amertume, l'orange. À la place de l'orange, je mets du pamplemousse, je préfère. Moi, le pamplemousse, c'est un peu le roi des fruits. Oui, parce que du coup, tu as l'acidité, le sucre et l'amertume. Donc, tout ce qu'on veut, en fait. Le cognac est présent, il prend pas toute la place, mais il rajoute à quelque chose d'un peu floral qui est assez chouette. Alors ça, c'était vraiment dans notre idée de mettre en valeur le cognac sur la région. Je sais pas si tu as vu quand tu es rentré, mais on a une pancarte Explore Cognac. Et en fait, c'est voué à aider au développement et donc à la mise en avant du cognac dans la région. On a été choisi parce que on travaille le cognac. Et donc, nous, notre petit délire avec Nico Royer, c'était d'imaginer que des cognacs, que des cocktails cognac vieillis en fût. C'était un peu notre signature à nous, en mode, voilà, on va travailler, alors pas forcément que sur des classiques, ça peut être des créations, mais voilà, c'était bon pour mettre en avant ce produit terroir. C'est quoi ton style de management aujourd'hui? On a un management qui est plutôt, on va dire, à la cool, mais en gros, on veut bien que la personne fasse un peu comme elle veut du moment que le travail est fait, mais bien fait. Ça veut dire qu'on va être exigeant sur les finitions, sur l'attitude, sur plein de choses. Après, voilà, que tu fasses telle ou telle activité ou telle tâche comme tu veux, ça ne me dérange pas. On est assez souple là-dessus, que ce soit les codes vestimentaires, que ce soit voilà, la musique qu'on va mettre, etc. On est tous un petit peu libres. Par contre, non, il faut que le travail soit fait, que la qualité soit là, que voilà, qu'on reste carré quand même dans notre métier. Justement, qu'est-ce qui est le plus dur à transmettre à un nouveau barman ou barmaid? Oui, c'était l'aptitude à aller à la rencontre des gens, de la clientèle. Je trouve que c'est le plus compliqué parce que des fois, ils sont peut-être plus jeunes aussi, hein, clairement, hein. Si tu as des personnes qui ont 40 passés, qui restent des jeunes, hein, attention, hein. Mais si tu as des personnes qui ont des petits gamins qui ont 19-20 ans, c'est compliqué, je pense, pour eux d'aller amorcer une conversation, d'aller parler avec eux. Mais je trouve que dans l'hospitality, il faut qu'on soit à l'aise dans n'importe quelle situation et qu'on puisse voilà, véhiculer de la bonne humeur, tu vois, une petite touche personnalisée qui apporte voilà, quelque chose. En termes de profil, justement, est-ce que tu préfères former des personnalités ou recruter des profils qui sont déjà expérimentés? Je préfère former voilà, une personne qui sort du lycée hôtelier ou qui débute ou qui ne connaît rien, que d'avoir une personne déjà expérimentée parce que même si sa vision elle peut être intéressante, si on travaille pas pareil, ça va être un peu, pas conflictuel, mais ça va pas forcément toujours être à propos par rapport à nous. Et puis, je pense qu'on est aussi une nouvelle génération. Toi comme moi, on a la trentaine. On est la nouvelle génération des restaurateurs. Dieu sait qu'on n'a pas forcément une bonne presse voilà, actuellement. Et c'est à nous aussi de travailler pour que cette jeunesse continue et améliore toute l'image qu'on a en fait de la restauration. Alors là, on a parlé de cognac. Tu as mentionné, c'est une marque Maxime Trigel. On a parlé aussi tout à l'heure de Monkey Shoulder sur leur spiritueux de céréales non vieillies. Quelle est ta relation un peu avec les marques? Et peut-être que tu peux nous faire un cocktail qui représente une de tes relations phares, on va dire, avec une marque. Alors nous, Monkey Shoulder, on le bosse sur la carte avec un cocktail en particulier qui s'appelle Toujours la banane, toujours debout. Et donc c'est un cocktail qui va être à la fois puissant, gourmand, tourbé aussi, parce on a de la tourbe présente sur le côté olfactif et légèrement en goût, pas trop. Et donc forcément avec une belle banane caramélisée pour la déco. Donc, tu as fait un petit flambage de la banane. euh, Très sympa. De toute façon, la banane caramélisée, là. La banane, ça épouse bien l'orge maltais, justement. Ça va bien avec. Tu peux nous rappeler ce qu'il y a dans ce cocktail, Nico? Dans le cocktail, on va avoir une base de sirop de châtaigne maison.
On va avoir de l'acide malique pour un peu d'acidité, pour remonter. On a de la liqueur de banane du Brésil, Giffard, et puis bah, le whisky Monkey original. Le petit spray de tourbé, c'est bien parce que ça prend pas trop de place, mais on sent quelque chose de fumé qui rend un petit peu qui donne plus de contraste, je trouve, et de profondeur au cocktail. Alors, c'est bien de le dire parce que j'ai oublié de le citer. Et effectivement, on a du spray de whisky tourbé Port Charlotte pour vraiment avoir ce côté hyper puissant au nez, en bouche même, encore présent malgré les cocktails. Mais qu'est-ce qui t'a plu dans ce produit, qui t'a fait utiliser ce produit dans ce cocktail? Bah, Monkey Shoulder, c'est une marque assez jeune, je trouve, hein. Ils ont eu des codes vraiment différents par rapport à d'autres maisons de whisky. C'est une maison, déjà, rien que le logo, quoi, 3 singes, très peu, enfin, personne n'a ça, quoi. Ils voulaient raconter vraiment l'histoire des ouvriers qui avec l'aide d'un outil en bois, pelletaient et retournaient l'ange pendant les étapes de fabrication. Ça raconte, voilà, une histoire de travail, de sueur, tu vois, de sacrifice sûrement aussi. Après, c'est une marque qui va dans des segments, des secteurs du cocktail qui sont hyper à la mode et hyper précurseurs. La gasification, ils sont présents sur des stands en festival. Ah, les mecs, ils ont une vision incroyable. Selon toi, qu'est-ce qui en fait un bon whisky en cocktail? Parce que c'est pas un whisky trop marqué, trop fort non plus. Ça reste même si c'est un écossais d'ailleurs, hein, ça reste plutôt abordable en termes de goût. Alors, vous avez créé ce cocktail avec Monkey Shoulder. Dis-nous l'idée derrière ce cocktail, un petit peu, qu'est-ce qui rassemble les différents ingrédients? Pourquoi tu as utilisé chaque ingrédient dans le cocktail? Alors, donc pour préciser, c'est Gianni qui l'a créé, et en fait, elle a bossé, bah, c'est la carte paradoxe, donc on était sur de la châtaigne, donc tu es sur l'automne, le début de l'hiver, un côté un peu réconfortant, un peu gourmand. Le whisky, je lui ai un peu imposé parce qu'elle ne travaillait pas tout le temps le whisky, et c'est vrai que c'est important de toucher à tout. Et après, c'est elle qui a dit, bah, la banane, voilà, donc châtaigne, banane ou whisky, en termes de trio, ça fonctionne complètement, quoi. Ça fait un cocktail qui est très hivernal, mais qui reste super frais, sur la dégustation, je trouve. La banane, c'est exotique, hein, ça pousse pas encore en France, donc du coup, on est encore sur le thème exotique et paradoxal. Est-ce que, travailler avec une marque justement, ça influence ta créativité ou, au contraire, ça la stimule? Alors, j'ai envie de te répondre les 2, parce que autant, ouais, tu envie de en fait, quand t'aimes un produit, je pense que tu as envie de travailler sur toutes les coutures. Donc t'amuser à aller un peu dans tous les styles, dans tous les goûts. Et après, quand tu aimes la marque, tu veux aussi lui rendre hommage, entre guillemets, quoi. Donc ça veut dire la valoriser un maximum par ton activité, tout simplement. Et toi, quelle est ton expérience un peu avec cette marque-là, en dehors, des cocktails que tu proposes, sur la carte? Moi, la marque enfin, ce qui a vraiment doté et fait que j'ai dit oui, c'était le côté hyper relationnel, en fait, qu'on parlait de ça, de l'affect. Moi, le brand ambassadeur, Tim, il est venu plusieurs fois au bar, il a fait des soirées avec nous, on a appris énormément de choses parce qu'il a une expérience de dingue dans son passé de barman et de grand chef. Enfin, tu vois, il a quand même fait un établissement incroyable sur Paris. Et le fait d'être pote avec lui, d'avoir une relation un peu privilégiée, un peu proche, en fait, ça te confirme que bah, t'es accueilli, que tu es bien avec cette marque-là et qu'elle te correspond. En parlant un peu du futur du Marie-Lily, sur ce prochain segment, est-ce qu'il y a un cocktail, que tu peux nous présenter peut-être sur une des nouvelles cartes, quelque chose, plus printanier ou estival? Alors, un cocktail frais qui va plus se rapprocher du printemps, parce qu'on en a marre de la pluie, on en a marre du froid et du vent. Donc, quelque chose de, voilà, de végétal avec la liqueur Isara du OK. Sud-Ouest et des copains. On a le gin Mellifera de l'île d'Oléron avec la version provençale. Et après, citron jaune, un petit cordial vétiver, tu sais, un peu bois boisé, qui Un peu apporte résineux. ouais, exactement, exactement. Petit top au tonique, Hysope. OK. Français aussi. Toujours. C'est un peu comme les verres de tout à l'heure, C'est ça, mais c'est la version homme. C'est moulé sur le personnel, d'ailleurs. ah bah, écoute, je vois qu'elles sont, bien fournies. C'est vraiment bien fait, encore une fois, c'est les cocktails que j'adore, j'adore la Toujours. chartreuse, j'adore, les liqueurs d'herbe, comme l'Isara, en plus qui est local, donc on n'a pas besoin de partir très loin, nos amis basques. Facile à boire, tu as ce côté tonique, qui ramène, bah, de la résine avec, genièvre, qui marche super bien avec le vétiver, donc je trouve que c'est un super cocktail et je le trouve délicieux. Voilà. Bah, merci beaucoup. Qu'est-ce que personne ne dit quand tu ouvres un bar à cocktail? Que tu vas être homme à tout faire. Il y a beaucoup de choses qui sont absolument imprévisibles quand tu ouvres un établissement, que ce soit pour se mettre aux normes, les travaux à effectuer,
euh, même de commercialiser ton drinks, il y a énormément de choses qui rentrent dedans et ça dépasse grandement juste le statut de barman. Où est-ce que tu aimerais amener le Marie-Lily dans les prochaines années? Déjà, j'aimerais être arrivé à 2027 pour ne plus avoir à payer mon remboursement de crédit, je t'avoue. Après, j'aimerais juste pérenniser le Marie-Lily, que ça reste toujours présent sur La Rochelle. Je dis pas que j'aimerais pas ouvrir un second établissement avec mon associé ou faire quelque chose. Là, pour le moment, je pense déjà mieux en vivre et toujours mieux faire. Le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut justement ouvrir un bar? Euh, Prépare-toi ou ne le fais pas. Clairement. En fait, je pense qu'il faut un brin de folie pour maintenant créer une entreprise, alors pas en France, mais bon, voilà, quand même. Il faut un brin de folie et quand tu es trop naïf, comme moi je l'étais, tu te prends des claques, quoi. Et en fait, il faut vraiment te préparer dans tous les sens du terme à te dire que tu vas te prendre des claques parce que t'es pas assez préparé, t'es pas assez prêt, tu sais pas ce qui se passe. Voilà. Si le Marie-Lily était un cocktail, lequel serait-il? Eh bien, j'ai envie de dire le old fashion parce que c'est un cocktail qui est indémodable, qui est un peu un cocktail de vieux briscard comme nous. Et c'est un cocktail qui est toujours ultra à la mode et simple à faire. Vieux et moderne en même temps. C'est ça, exactement. Bon, c'est un joli clap de fin. J'espère que tu as passé un super moment dans notre compagnie. Des apartés fringants, le volume 2 avec Nico Maria. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Et on se voit à la prochaine. En direct du Marie-Lily. Ciao gringo. Ciao.